Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Rebonjour Karina. Rebonjour Pierrick. Alors on va reparler du sommet européen qui a duré tard hier soir à Bruxelles. Comme prévu, François Hollande et Angela Merkel se sont opposés sur les moyens de relancer la croissance dans la zone euro. Oui, car si François Hollande a réussi à imposer ce thème de la croissance à côté de celui dominant de l'austérité en zone euro, effectivement sur les moyens d'y parvenir, il y a deux sons de cloche, deux visions différentes. Écoutez les deux dirigeants européens. Je dis c'est tout de suite qu'il convient d'agir pour la croissance. Parce que si nous ne mettons pas davantage de mesures, d'instruments, de volonté pour la croissance, nous n'atteindrons pas des objectifs de réduction des déficits. Pour nous, il faut approfondir le marché intérieur. Et je vais proposer que la mobilité du marché du travail soit améliorée. Oui, on le voit bien, côté allemand, ce sont des mesures structurelles pour lesquelles plaide Angela Merkel, des mesures qui visent à renforcer la compétitivité des entreprises. Côté français, ce sont plus des mesures de relance de la demande en aidant la consommation et l'investissement, donc des mesures plus keynésiennes contre des mesures plus libérales. Alors pour Berlin, pas question non plus de mettre en place des euro-obligations. Pour Angela Merkel, c'est nein. Pour la chancelière allemande, ce n'est pas en mutualisant les dettes que l'on va réussir à relancer l'activité économique. Et puis, il y a une autre raison de ce refus allemand. Hier, Berlin a levé 5 milliards d'euros à 2 ans, un taux nul, un taux de 0%, ce qui en gros veut dire qu'avec une inflation de 2,5% en Allemagne, les investisseurs perdent de l'argent lorsqu'ils achètent de la dette allemande. Ils préfèrent renoncer justement à cette rémunération pour être sûrs, in fine, de retoucher, de retrouver leur mise initiale. Alors on comprend bien que dans ce contexte, l'Allemagne refuse ces eurobonds parce que vous savez que mutualiser des dettes, c'est aussi mutualiser des risques. Or, actuellement, la Grèce emprunte à 10 ans à des taux supérieurs à 30%. Alors malgré cette absence de compromis, côté allemand, on essaie de calmer le jeu. Nos divergences ne sont pas si grandes, c'est ce qu'affirme ce matin le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, dans une interview à une radio régionale allemande. Des diplomates français disent eux ne pas vouloir imposer les euro-obligations à coups de Kalachnikov. Et puis à l'issue du sommet, la chancelière allemande est restée sur sa position. Elle a jugé que le débat sur la question avait été très équilibré. D'ailleurs, le dossier n'est pas totalement évacué, puisqu'il reste une piste de travail, à en croire le président de l'Union européenne, une piste de travail, mais à plus long terme. Et d'ailleurs, sur d'autres pistes pour soutenir la croissance, tout le monde est d'accord. Oui, alors c'est le cas notamment pour les emprunts pour financer des projets d'infrastructures européens. C'est aussi le cas pour augmenter les moyens de la Banque européenne d'investissement. Enfin, c'est aussi le cas concernant une meilleure utilisation des fonds structurels existants. Alors le problème, c'est que tous ces projets, ce sont des projets d'investissement à plus long terme eux aussi, et ils ont une portée bien moindre que des euro-obligations pour assurer les marchés. Alors autre point positif de ce sommet informel, les discussions sur la Grèce. Les 27 ont finalement adopté un texte qui affirme leur souhait de voir Athènes rester au sein de la zone euro. Oui, c'est le signal fort envoyé à Athènes de ce sommet, en échange bien sûr du respect des engagements pour réduire les déficits grecs. Alors François Hollande a d'ailleurs insisté en appelant les électeurs grecs à voter le 17 juin en faveur de partis pro-européens. Alors maintenant, en filigrane, il y a une idée nouvelle, c'est que Bruxelles serait prêt à lâcher du lest, en assouplissant notamment le calendrier, et même Bruxelles serait prêt à revoir les taux d'intérêt auxquels elle prête à Athènes à la baisse. Mais tout cela reste insuffisant pour les marchés qui craignent toujours une sortie de la Grèce de la zone euro. Oui, c'est encore le cas ce matin pour les places asiatiques qui évoluent dans le rouge. Peu d'espoir pour les investisseurs sur l'avenir de la Grèce au sein de la zone euro. Des investisseurs également sensibles aux déclarations contradictoires de ces derniers jours des dirigeants européens. Et plus que le message d'union affiché hier sur la Grèce, ils retiennent que parallèlement, sans vouloir l'évoquer publiquement, les Européens se préparent au pire et établissent en sous-main un plan de sortie de la Grèce. Puis autre conséquence de ce climat de défiance sur les marchés, la monnaie unique était à son plus bas niveau, sous le $26. Wall Street, maintenant, côté américain, s'est finalement ressaisi en fin de séance ce mercredi après avoir, elle aussi, souffert d'une nouvelle poussée d'inquiétude sur la Grèce et sur la zone euro. Et enfin, les cours du pétrole, eux, ont beaucoup baissé de 2% avec un baril qui est passé sous les $90. Quant aux bourses européennes, elles ont particulièrement trinqué ce mercredi. Elles n'avaient guère placé d'espoir dans ce sommet et ont fortement dévissé quelques heures avant le coup d'envoi. Bien noté aujourd'hui que ce sera le comité
comité d'entreprise d'Air France. La direction du groupe doit présenter aux représentants du personnel sa stratégie pour les 5 ans à venir. Je vous rappelle qu'il s'agit de redresser la compagnie aérienne. Lundi, le quotidien français Le Figaro croyait savoir que 5000 suppressions d'emplois étaient au programme. Alors les sources d'inquiétude, on l'a compris, sont nombreuses au sein de la zone euro. Et parmi ces inquiétudes, l'Espagne et son secteur bancaire fragilisé par la crise immobilière. Oui, Madrid a annoncé ce mercredi que le sauvetage de Bankia, la 4e banque du pays, allait coûter 9 milliards d'euros à l'État espagnol. Alors après les rumeurs de retrait massif des épargnants au guichet, la semaine dernière, c'est au tour des petits actionnaires de Bankia de faire entendre leur voix. Ils disent avoir été manipulés par la banque au moment de son entrée en bourse il y a 11 mois. Le reportage de notre correspondante à Madrid, Adeline Percept. Nationalisée et bientôt recapitalisée avec de l'argent public, Bankia est au cœur de la tourmente à Madrid. Loin des quartiers d'affaires, voici à quoi ressemble une assemblée de petits épargnants de la banque. Salle comble, ambiance très tendue. Ils nous ont arnaqués en beauté. Selon l'association qui organise cette réunion, 500 000 clients de la banque ont été incités à acheter des actions Bankia lors de son entrée en bourse en juillet 2011. Ils disent ne pas avoir été informés des risques. L'action a depuis perdu 60%. 27 000 euros, c'est ce que ma mère a perdu. Elle a la pension de retraite minimum, c'était son matelas. À nous, on nous a conseillé de convertir un placement en action. On leur a dit non. Mais maintenant, on découvre que sans nous avoir dit quoi que ce soit, la banque a tout mis en bourse. La banque ne voulait qu'une seule chose, trouver du capital. Qui avait l'information? Eh bien la banque et les organismes publics qui n'ont rien fait pour éviter l'entrée en bourse de Bankia. Ces petits épargnants parlent d'une escroquerie organisée car le risque existait. Bankia est la banque espagnole la plus exposée au secteur immobilier avec près de 32 milliards d'euros d'actifs problématiques. Bankia, c'est le symbole des banques qui vont mal. Ils ont décidé de fusionner beaucoup de caisses d'épargne ensemble pour régler ce qui allait mal. Et tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de créer des problèmes plus grands et systémiques. Selon cet économiste, il faut distinguer 2 cas. D'une part, les grandes banques espagnoles diversifiées à l'international et saines, et d'autre part, ces caisses d'épargne qui pourraient avoir besoin d'un plan d'aide extérieur. Et on revient sur les marchés financiers et, aux États-Unis après 2 séances de baisse. Le titre Facebook s'est quelque peu repris ce mercredi à Wall Street. Oui, le titre a clôturé à 31,90 $, mais on reste quand même loin du prix d'introduction de 38 $. Et à ces mauvais résultats s'ajoute une nouvelle plainte contre Facebook et contre ses banques responsables de l'introduction en bourse. Plusieurs actionnaires les accusent d'avoir largement surestimé la valeur boursière du réseau social et minoré les alertes des analystes. Pire, les actionnaires estiment qu'on leur a caché une réduction du bénéfice au 2e trimestre de 5%. Autres entreprises américaines dans la tourmente, Hewlett Packard et Dell. Le cours de bourse de Dell s'est effondré de 18%. Hier, celui de HP s'est légèrement redressé. Il faut dire que le numéro 1 mondial des PC vient d'annoncer la suppression de 8% de ses effectifs à travers le monde. Les explications de Maëlys Détroya. La nouvelle avait beau être attendue, le choc est rude pour Hewlett Packard. 27 000 suppressions de postes pour permettre à l'entreprise de retrouver une meilleure santé financière et d'économiser à terme 3,5 milliards de dollars. Le géant américain de l'informatique est fortement concurrencé par les tablettes et les smartphones venus d'Asie. HP est loin d'être un cas isolé car son principal concurrent Dell connaît la même tourmente depuis plus de 3 ans. Du coup, HP va procéder à des licenciements secs. L'entreprise lancera également des plans de départ volontaires. La division la plus touchée sera celle des services, c'est-à-dire les serveurs et les gestions de données. Chahuté par un changement de direction et de stratégie récent, HP a ainsi vu son bénéfice net plonger de 31% au 2e trimestre. Et pour terminer ce journal de l'économie, on va parler chiffon et tennis. Le groupe japonais Uniqlo souhaite poursuivre son expansion en Europe et aux États-Unis. Et pour accroître sa visibilité sur ces 2 continents, le japonais devient sponsor numéro 1 du numéro 1 mondial Novak Djokovic. Un contrat de 5 ans signé à la veille de l'ouverture du tournoi de Roland-Garros. Et en dehors le contrat prévoit qu'en dehors des cours de tennis, Novak Djokovic portera les vêtements décontractés de la marque. Bon, on regardera ça donc dans les coulisses de Roland-Garros. Voilà, entre 2 matchs. Pour ces quelques images. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, c'est Hélène Drouet qui prend le relais pour une nouvelle demi-heure d'information.